Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus en nombre à la rencontre d'Étienne Davodo qui a fait un crochet par Villetaneuse sur son périple qui traverse la France entière. À l'été 2019, il a entrepris une longue marche entre le Lot et la Meuse. Je laisserai les étudiantes et étudiants du Master 1 commercialisation du livre introduire cette œuvre plus avant, cette œuvre intitulée Le droit du sol, qui vient de paraître aux éditions Futuropolis et qui va vous être présentée aujourd'hui. Je remercie mes collègues et camarades pour l'organisation de cette rencontre texto, qui est la deuxième de notre 10e saison. Le service culturel, le service de la communication, l'ABU, avec qui on collabore régulièrement, la Maison des écrivains et de la littérature, et donc le Festival des idées Paris est notre partenaire chaque année depuis plusieurs années, ce qui nous permet d'inviter des auteurs en rapport avec le thème de ce festival, dont le titre cette année est « Réparer le futur ». Et c'est justement l'un des enjeux du droit du sol. Quelle planète laisserons-nous aux générations futures ? Alors merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par une petite présentation de votre travail. Étienne Davodo, vous êtes né en 1965 dans les Pays de la Loire. Vous êtes un auteur, dessinateur de bande dessinée. Et en 1985, durant vos études d'art plastique, vous fondez avec quelques camarades le Studio BDpsurde, une association promouvant la bande dessinée. Vous élaborez ensuite le scénario de votre premier livre, L'homme qui n'aimait pas les arbres, publié aux éditions d'Argo en 1992, et connaissez un grand succès avec la parution des 2 tomes de Lulu Femme Nue en 2008 et 2010, chez Futuropolis, une bande dessinée qui a été adaptée au cinéma en 2014 par Solveig Anspach. Quelques années plus tôt, en 2001, vous vous ouvrez au genre de la bande dessinée documentaire avec la publication de Rural chez Delcourt, devenant ainsi l'un des pionniers de ce genre naissant. À nouveau chez Delcourt, Les mauvaises gens, publié en 2005, est un portrait du militantisme familial dans lequel vous avez grandi. Cet ouvrage de reportage vous inscrit comme figure de la bande dessinée engagée et il a notamment été récompensé par les prix du scénario et les prix du public au Festival d'Angoulême en 2006. Aujourd'hui, votre dernier livre, Le droit du sol, s'inscrit directement dans ce genre. Qu'allons-nous laisser aux générations futures ? Donc, à partir de cette simple question, vous entreprenez un voyage initiatique. Donc, vous avez sillonné près de 800 km à l'été 2019 en partant des grottes de Pechmerle dans le Lot avec leurs peintures rupestres jusqu'au site d'enfouissement nucléaire de Bure dans la Meuse. Donc, au cours de cette immense marche sur les sentiers de randonnée, au fil des rencontres et des échanges avec des scientifiques et des militants, vous nous partagez de multiples réflexions sur la notion d'héritage. À travers le récit d'une France peu urbanisée, surnommée diagonale du vide par les géographes, vous nous livrez un témoignage puissant sur le sol que nous foulons. Le titre « Le droit du sol » est un clin d'œil sur la terre que nous foulons, un droit auquel nous accédons en naissant sur un territoire donné. Et cet entretien sera en 2 parties, donc une première partie avec Janet et moi, et une seconde partie qui sera présentée par Camille et Noé. Alors on va commencer par la genèse du livre. Votre récit se construit au fil de la marche. Comment vous est venue l'idée, selon vos propres termes, de marcher le livre ? Et est-ce que ce projet a connu de quelconques évolutions dans sa conception ? Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux. Comment est né ce livre ? Eh bien, il est né de la rencontre de plusieurs centres d'intérêt qui me préoccupent depuis pas mal d'années, ou qui m'occupent depuis pas mal d'années. D'abord, en tant que dessinateur, et en tant qu'homo sapiens aussi, les dessins qu'ont laissés les hommes préhistoriques, entre guillemets, dans les grottes, ça m'intéresse beaucoup. Et on peut en voir des vraiment magnifiques dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France, à tel point qu'il y a quelques années, avec des amis dessinateurs, on avait déjà fait un livre là-dessus. Ces gens-là qui ont dessiné il y a 20, 30 000 ans, c'est nos collègues. On est dessinateurs, ils sont dessinateurs. Eux, ils vivaient dans des conditions très différentes, entourés de bestioles un peu plus agressives qu'ici. Ils avaient une espérance de vie bien moindre, mais c'était des homo sapiens comme nous. Ils avaient la même capacité intellectuelle, physiquement, ils nous ressemblaient à peu près. Et je trouve ça fascinant d'avoir des dessins encore disponibles qui ont cette durée-là. Ça, c'est le premier point. Et puis, je m'intéresse beaucoup à l'énergie nucléaire et à ce que ça implique. Et quand on utilise un micro, une caméra, des lampes, on consomme en France essentiellement de l'électricité d'origine nucléaire. C'est des centrales nucléaires qui tournent, qui fabriquent de l'électricité, c'est formidable.
mais ça fabrique aussi des déchets nucléaires qui sont des résidus de l'activité des centrales. Et certains de ces déchets restent radioactifs et donc très dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Et on ne sait pas quoi en foutre. Et ça commence à déborder. Et nos lampes, nos micros et nos caméras tournent. Et donc on a décidé, le gouvernement français, en tout cas l'industrie nucléaire, a décidé de creuser un trou à 500 mètres sous terre, de mettre ça dans le trou et de le boucher. Et ça va se passer sous un petit village de la Meuse qui s'appelle Bure. Et je me suis dit que les sapiens laissaient parfois des choses magnifiques sous terre pour leurs descendants, des dessins, et parfois des choses un peu dégueulasses, des déchets nucléaires. Et je me suis dit, comment je peux relier les deux? Et ben je l'ai fait à pied. Parce que la troisième chose qui me plaît beaucoup, c'est de prendre un sac à dos et de marcher pendant des jours dans la campagne et de dormir dans les champs et tout ça. C'est quelque chose que j'aime bien. Et je crois que c'est quelque chose qui est commun aux sapiens de Pechmerle il y a 20 000 ans, aux sapiens contemporains si on veut, puis sans doute aux sapiens de dans 100 000 ans. Voilà, j'ai pris mon sac et ça donne le droit du sol. On se demandait aussi pourquoi avoir choisi une finition en lavis, donc en noir et blanc, pour un dessin qui représente tant la nature et les paysages. Oui, c'est une question qui revient souvent. C'est-à-dire que quand on fait de la bande dessinée, on peut dessiner en noir et blanc. On peut dessiner comme on veut d'abord. En gros, on a la liberté de faire exactement ce qu'on a envie de faire. On peut dessiner au noir et blanc, au trait simplement. On peut dessiner au noir et blanc et en couleur. Ça peut être fait de façon informatique ou de façon classique avec des pinceaux et des encres et de l'aquarelle. Et puis entre les deux, il y a un intermédiaire qui s'appelle le lavis, donc c'est ce que vous avez là. C'est utiliser du noir plus ou moins dilué qui donne des gris différents et qui permet de suggérer les couleurs. Ça suggère les volumes, les profondeurs, les ambiances. Et moi j'aime bien le lavis parce que c'est un truc qui est très fluide à faire, très facile à faire. Et je me dis que si c'est pas trop mal fait, le lecteur, en lisant les pages, il va les mettre lui-même les couleurs. Je fais un peu bosser le lecteur, il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui bosse. Et je me dis ça, que si voilà, une scène de nuit, une scène sous la pluie, le lavis permet de donner suffisamment d'indications pour que le lecteur, qui a déjà connu la nuit et la pluie, c'est le cas de la plupart d'entre nous, sache de quoi il s'agit. Que les gris, les bleus de la nuit, ils sont dans le regard de la personne qui lit. Et j'aime bien cette façon de faire de la bande dessinée qui consiste à ne pas tout dire, à ne pas tout faire pour que le lecteur lui-même produise une partie du travail et donc que sa lecture soit active. Et la bande dessinée permet ça. C'est pour ça que j'aime bien faire ça. Oui, donc vous invitez le lecteur à participer à votre marche, notamment du coup. Absolument, c'est une façon d'inviter le lecteur à marcher avec moi, puisque ce livre, c'est d'abord l'histoire d'une balade à pied. Et quand on tourne les pages, on tourne les jours, on tourne les kilomètres, on tourne les heures de marche. Et la lecture du livre, le fait de l'avoir dessiné et le fait de le lire, tout ça, c'est la même progression de Pechmerle à Bure, de moins 20 000 ans à plus 100 000 ans, en passant par ici. Et maintenant. Avez-vous eu des difficultés à retranscrire l'expérience physique et sensorielle de la marche sur le papier? Vous parlez notamment de la sécheresse, du manque d'eau, mais aussi du plaisir aussi que vous avez eu à manger des abricots. Ouais. Et est-ce que vous pouvez aussi également nous parler de la planche où vous représentez votre corps comme une machine? Oui, c'est un peu lié tout ça. C'est-à-dire que j'aime marcher longtemps. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et pourquoi j'aime bien ça? Parce que je pense que ça nous ramène à ce qu'on nous sommes fondamentalement en tant qu'Homo sapiens. Nous, être vivant contemporain, être humain contemporain, on passe beaucoup de temps assis. Et notre corps n'est pas fait pour ça du tout. On n'est pas fait pour être assis, on est fait pour être debout et pour marcher. C'est l'Homo sapiens, un jour, s'est redressé dans la savane il y a quelques millions d'années. Ça lui a libéré les mains, il est devenu créatif, il est devenu marcheur. Avant, il était à quatre pattes comme ses amis de toute la famille des hominidés. Je résume très très vite quelques millions d'années, vous m'excusez, mais on n'a qu'une heure. Et donc, en se redressant, d'une part, il a libéré ses mains, il a pu dessiner. Là aussi, je résume quelques millions d'années. Et il a pu aussi inventer des objets. Il est devenu créatif en libérant ses pattes antérieures, en quelque sorte. Ça, ce sont nos pattes antérieures. Quand vous regardez marcher un bonobo, un singe, il se sert de ses pattes antérieures pour se propulser, puis de temps en temps, il se redresse et il manipule des outils. Voilà, on a juste un peu d'avance sur lui, en quelques années. Et donc, la marche, ça devrait nous être naturel. Et même la marche au long cours, comme ça, la marche pendant des jours et des semaines. Simplement, il ne faut pas idéaliser la chose. Moi, j'adore ça, j'aime beaucoup ce genre de choses, mais il y a des moments compliqués, il y a des moments difficiles. Les premiers jours sont compliqués parce que justement, notre corps n'a plus l'habitude et il nous dit qu'est-ce qui se passe 8 heures debout à marcher avec un sac à dos, c'était fou, quoi. Au bout de 3-4 jours, il comprend et il arrête de râler. Mais il y a toujours ce petit sas un peu difficile où le corps proteste. Et puis, de temps en temps, la pluie, la fatigue, la soif, quand il y a la canicule, des douleurs diverses peuvent arriver. Mais ça fait partie du jeu.
Et le plaisir de marcher ne s'acquiert qu'en passant par ces petites étapes. C'est le petit prix à payer, mais qui est largement, à mon avis, remboursé par l'intérêt et le plaisir qu'on trouve à marcher, quand on aime ça. Quand on n'a pas marché, qu'on n'a pas essayé, on peut se dire c'est un peu idiot comme truc, je ne vais pas aller me faire mal moi-même sur des chemins. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et donc ça se retranscrit pas mal en bande dessinée, c'est-à-dire que j'essaie de raconter l'histoire d'un homo sapiens comme les autres. Je ne suis pas particulièrement athlétique ni sportif, mais j'aime ça simplement. Et pour le raconter, la bande dessinée a plein de petites astuces. Donc je peux à la fois le montrer physiquement. Quand je suis fatigué, je peux dessiner mon sac à dos qui grossit et qui devient un truc énorme que j'arrive plus à porter. Et puis quand parfois je me transforme en espèce de machine qui marche parce que je suis crevé et que le paysage est un peu chiant, je peux me dessiner comme une machine à l'intérieur de laquelle je suis au poste de pilotage. Donc il y a une séquence, c'est celle qui est là-haut, là, où on me voit à l'intérieur de mon crâne. Et les deux hublots, c'est mes lunettes de soleil. Et je suis juste simplement en train de vérifier les paramètres de la machine qui est en train de marcher. Pas trop soif, pas trop envie de pisser, pas trop faim, un peu mal aux épaules. Il y a tous les petits cadrans qui synthétisent ça. Le dessin permet ça assez facilement. Pourquoi vous avez appelé ça le droit du sol ? Dans sa définition habituelle, le droit du sol, en France en tout cas, c'est le droit qu'aurait un individu né sur le sol français à devenir français. C'est le droit qu'on aurait sur le sol. Moi, je me suis amusé à retourner cette expression, qui est une expression de la loi française, en posant la question, et du coup, on revient vraiment au sujet du débat, c'est quel droit aurait le sol sur nous ? Autrement dit, quel droit on peut lui donner au sol ? Et donc, le droit du sol, c'est le droit à donner au sol et non pas le droit à prendre au sol. Donc, c'est une façon de retourner cette expression de la loi française. Enfin, je ne sais pas si c'est une loi au sens strict, mais enfin, c'est une expression qui est beaucoup utilisée dans ce sens-là, qui est une expression qui revient souvent dans les débats politiques. Doit-on conserver le droit du sol ? Et moi, je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas s'occuper un peu de lui donner un peu de droit, de le respecter un peu davantage ? Donc, voilà, c'est comme ça que je retourne le titre. Donc, vous nous confiez à la planche 122, ne pas marcher tout à fait librement. Vous marchez pour écrire et dessiner le livre. Donc comment écrit-on et dessine-t-on un livre en marchant ? Et quelle place occupait le scénario dans votre esprit durant cette randonnée ? C'est effectivement un paramètre que je n'avais pas anticipé et que j'ai découvert lors de mes premiers jours de marche. Moi, je marche depuis 30 ou 40 ans, parce que voilà, j'aime bien aller marcher en montagne avec ma compagne, c'est les vacances. On marche parce qu'on aime marcher, point. Et quand on en a marre, on arrête. Et quand on a envie, on continue. Et là, j'ai fait ça. Donc, j'ai pris mon sac à pêche-merle et je suis parti sur les chemins. Et au bout de 2-3 jours, je me suis dit, c'est bizarre, je ne suis pas dans l'état d'esprit où je suis d'habitude quand je marche. Et j'ai compris en fait que je marchais pas juste pour le plaisir de marcher, mais que je marchais pour faire un livre. Autrement dit, j'étais presque en train de travailler, entre guillemets, puisque c'est mon job de faire des livres. Et j'ai même réalisé que pour faire ce livre, j'avais demandé un contrat à mon éditeur et donc que j'étais payé pour faire de la randonnée. Ce qui est un luxe tout à fait considérable et que j'ai apprécié à sa juste valeur. Mais puisque j'étais payé pour faire ce livre et que pour faire ce livre, la première étape, c'était de faire ces 800 bornes à pied, il a fallu que j'admette que je ne marchais pas comme d'habitude pour mon simple plaisir, même si j'adore ça, mais que je marchais aussi pour faire de la bande dessinée, même si j'adore ça, et qu'il y avait une petite tension supplémentaire. Dit autrement, si pour une raison ou pour une autre, je n'allais pas jusqu'au terme de ma promenade, une entorse, un événement familial, n'importe quoi d'autre, le Covid, c'était avant le Covid, mais typiquement ce genre de choses totalement imprévisibles, eh ben, il n'y avait pas de livre au bout. Et du coup, ça change un peu la donne, c'est-à-dire qu'on est dans un état d'esprit légèrement différent, et il a fallu que je me fasse à ça. Ensuite, comment on fait un livre en marchant ? Eh ben, pendant ces quelques semaines de marche, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais dans ma vie, je n'ai pas dessiné. Moi, je dessine tous les jours, c'est mon activité quotidienne, parce que la bande dessinée, ça consomme, entre guillemets, énormément de dessins. Chaque page que vous voyez, c'est tout de suite, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 dessins ou plus, c'est des centaines de pages, donc des milliers de dessins. Ça ne me pose aucun problème, parce que c'est quelque chose que j'adore pratiquer, mais pendant un mois, je n'ai pas dessiné du tout, je n'ai pas écrit vraiment non plus en marchant. Le soir, dans ma tente, ou à l'endroit où je bivouaquais, j'avais un petit carnet où je notais mes impressions du jour, mes idées de scènes que j'allais dessiner plus tard. J'ai fait des centaines de photos, évidemment, avec mon téléphone. J'ai pris des notes vocales sur mon téléphone aussi. Et tout ça, je l'ai ramené chez moi après avoir fait cette balade. Je l'ai posé sur ma table à dessin. Et là, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à écrire le déroulé du scénario, à choisir ce que j'allais raconter, ce que j'allais pas raconter, à classer les photos, à utiliser certaines photos pour les décors et à d'autres à les imaginer un peu. Et voilà, c'est qu'à partir de là que j'ai commencé à dessiner et à écrire au sens strict le livre.
Donc, dans ce livre, vous vous mettez en scène et se mettre en scène soi-même est devenu un canon de la bande dessinée contemporaine. Et dans votre cas, comment est-ce que vous le percevez et quelle part de fiction, est-ce qu'il y a une part de fiction dans votre moi dessiné dans Le droit du sol ? C'est toujours compliqué de se dessiner. Est-ce qu'il faut se dessiner vraiment ressemblant ? Est-ce qu'on n'est pas la personne la plus mal placée au monde pour se dessiner soi-même ? Est-ce qu'on se dessine comme on était il y a 10 ans ou comme on sera dans 10 ans ? Enfin bon, toutes ces questions sont très compliquées à gérer. En plus, quand on marche un mois, on change physiquement. On perd pas mal de kilos. Et donc, c'est une question qu'il faut trancher dès le départ de façon efficace. Et donc, moi, je décide qu'à la page 1, il y a un type qui a vaguement ma gueule, qui s'appelle comme moi. Et c'est moi. Voilà. C'est mon personnage dessiné. Alors, est-ce qu'il me ressemble tout le temps ? Non. Est-ce qu'il me convient tout le temps ? Non plus. Mais il y a une espèce de petit deal qui est passé avec le lecteur. Ce type-là, avec son sac à dos et sa sueur qui coule, c'est moi, Étienne Davodo, auteur de bande dessinée et marcheur. Et c'est la personne que tu vas suivre tout au long de la lecture. Je ne suis pas fan de me dessiner moi-même pour toutes ces raisons-là. Mais c'est vrai que pour ce type de bande dessinée, de non-fiction, de reportage, de documentaire, se dessiner en tant qu'auteur et rentrer dans le champ du dessin pour expliquer ce qu'on est en train de faire, pour mettre en scène les rencontres qu'on va avoir, c'est à mon avis la meilleure solution. En tout cas, j'en ai pas trouvé d'autres aussi efficaces. Donc dans ces livres-là, je suis l'auteur et le personnage principal. Et en bande dessinée, ça se fait très naturellement. On ne peut pas être à la fois devant et derrière une caméra. On est soit devant, soit derrière. En bande dessinée, on peut très bien être au dessin et dans la case. Et c'est très facile, c'est très fluide parce qu'il y a cette dissociation entre celui qui dessine et celui qui est dessiné, même si c'est la même personne. Et dans ces livres-là, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'explorer tout ce que la bande dessinée permet, que ne permettent pas d'autres moyens d'expression. Et cet exemple-là est très évocateur à ce titre-là. Oui, alors si on a pensé l'entretien en 2 parties, c'est parce qu'au-delà de la marche, le livre accorde une place importante à la question du nucléaire. Et avec Noé, on voulait aborder avec vous cette dimension plus militante et citoyenne. Le livre est construit en grande partie sur des entretiens que vous avez eus avec des scientifiques et des militants. Vous les avez rencontrés avant la marche, mais vous les représentez avec vous sur le chemin, comme s'ils vous avaient rejoints. Vous vous entretenez notamment avec une sémiologue, Valérie Brunetière, et vous lui demandez d'être accessible, y compris pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler de sémiologie. On se demandait s'il y avait aussi un travail de vulgarisation de votre part quand vous rendez ces dialogues. Probablement oui. Alors, c'est pas dans ce terme-là que je le qualifierais, mais oui, ça relève de la vulgarisation. C'est-à-dire que, à la fois, j'ai voulu faire le journal de cette marche à travers la France. Ça, c'est une expérience plutôt sensible. Mais je voulais aussi l'enrichir de témoignages extérieurs qui sont des gens qui ont des compétences bien supérieures aux miennes dans ces domaines-là. Et comme on le disait tout à l'heure, je me mets en scène en parlant avec eux parce que je les ai réellement rencontrés et je leur ai réellement posé les questions qui sont dans le livre et leurs réponses sont effectivement celles qu'ils m'ont données. Mais voilà, moi je ne suis pas un scientifique et je me dis que si ces personnes savantes m'expliquent des choses et que je les comprends, probablement que la personne qui va lire le livre juste après moi comprendra aussi. Dit autrement, je suis presque le premier lecteur de ce qu'ils nous racontent dans ces cas-là, même si je suis l'auteur du livre, même si c'est moi qui les sollicite, et même si je me dessine à côté d'eux. Et c'est vrai, quand un physicien nucléaire ou une sémiologue accepte de répondre à mes questions, parce que c'est moi qui les démarche et qui les sollicite, je fais gaffe à ça, je fais gaffe au fait qu'ils ne parlent pas à des étudiants en sémiologie Bac+5 ou à des étudiants en physique nucléaire Bac+5 aussi, mais qui parlent à des gens qui s'intéressent à ça parce qu'en tant que citoyens, puisque, on le disait au début, l'électricité que nous consommons tous, elle est d'origine nucléaire, à 70% en France, c'est intéressant que les citoyens puissent comprendre de quoi il s'agit. Et donc, si on veut qu'ils comprennent, il faut qu'on soit accessible et qu'on soit pédagogique. Et donc, il y a forcément une petite partie qui relève de ça, qui relève de la posture du candide. Le candide, c'est celui qui ne connaît pas quelque chose, qui a envie de le connaître et éventuellement de le faire partager. Et j'aime bien ce principe-là. Dans le public, il y a un certain nombre d'étudiants en master d'édition. Donc, cette question va peut-être les intéresser. À un moment de votre route, vous rencontrez la personne en charge de la fabrication chez Futuropolis et vous évoquez la fabrication de votre livre et la question de la durée de l'œuvre dans le temps.
En tant qu'auteur, est-ce que vous intervenez dans les choix de fabrication, notamment dans celui du papier qui est évoqué dans la planche qui s'affiche? Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi je demande à cette personne d'intervenir dans mon livre, qui était très surprise, hein, elle s'appelle France Moline, donc c'est elle que vous voyez là. Son job à elle, pour le groupe d'édition auquel appartient ma maison d'édition. Moi, je bosse pour les éditions Futuropolis, qui appartiennent à un grand groupe, en gros, qui est le groupe Gallimard, pour résumer. Et ben, ces gens-là doivent commander du papier, trouver des fabricants de papier, trouver des fabricants de pâte à papier. Enfin, il y a toute une partie industrielle dans le monde du livre qui, à nous, en général, nous échappe un peu, parce qu'on ne se pose pas cette question-là. Mais quand je marche vers Bure et cette question des déchets nucléaires et cette question de la transmission à très long terme de l'information, puisqu'il faut qu'on puisse dire aux gens qui vivront à Bure dans 100 000 ans, même avant, attention, creusez pas là, c'est super dangereux. Comment on le dit? Et donc je me pose la question de la longévité d'un livre. Et je vais voir France Moline et je lui dis, voilà, le livre qu'on est en train de faire, le livre dans lequel tu parles en ce moment, dans mes cases à moi, combien de temps va-t-il durer? Et elle ne s'était jamais vraiment posé cette question, donc elle cherche un peu. Donc ce livre-là va durer quelques centaines d'années, me dit-elle. Formidable, mais totalement insuffisant pour ce qui nous intéresse. Mais en tout cas, la question de la fabrication d'un livre, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Le papier de ce livre, je l'ai choisi il y a longtemps. Pour tout vous dire, c'est un Munken pur, 130 grammes, qui vient d'une papeterie suédoise. Alors, en ce moment, c'est super tendu, il ne faut pas rigoler avec le papier, il y a une pénurie de papier. Et donc c'est un sujet un peu tendu. Mais c'est vrai que je fais attention à ça. Un livre, c'est un objet qui a une présence physique. Un livre mal fabriqué, je ne parle même pas de l'imprimerie. Là, on parle de reliure, de carton, de papier. Mal fabriqué, et encore pire, mal imprimé, c'est un livre à côté duquel on peut passer. C'est un objet chaud, un livre, c'est un objet vivant. Et donc, il faut faire attention à ses matières, il faut faire attention à ce qu'on appelle sa main, c'est-à-dire la façon dont il se comporte dans la main. Ça peut paraître un peu surréaliste, mais s'il y a des gens du métier du livre ici, je pense qu'ils voient de quoi je parle. Un livre, c'est pas juste un objet technique, c'est un objet qui comporte des idées, des sentiments, des émotions, de la beauté éventuellement. Et donc il faut en prendre soin, à la fois en tant qu'objet, et puis aussi en tant que véhicule pour passer dans le temps. Un livre, ça peut durer des centaines d'années, voire plus. Ce matin, j'ai feuilleté un livre qui avait 600 ans dans une bibliothèque. C'est très émouvant. Donc on va peut-être passer aux questions un peu plus militantes. Dès le début, logique. Dès le début, vous croisez la route de Saint-Jean-de-Compostelle. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire d'une certaine manière que le droit du sol est un pèlerinage militant? Un pèlerinage, sûrement pas, non. Mais militant, oui, forcément, il y a forcément une dimension comme ça, puisque je donne la parole à des gens qui sont réellement des militants. Alors, c'est un pèlerinage dans le sens où, effectivement, je marche vers quelque chose. En marchant vers Bure et vers ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires, je fais progresser progressivement ce que le lecteur en apprend, et la tension monte au fur et à mesure, on s'approche du point final. Donc, il y a cette dimension de progression, en tout cas. Et dans ce cadre-là, je rencontre des gens qui, effectivement, s'opposent à ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires parce que ça leur semble, pour différentes raisons, d'ordre technique, d'ordre politique et même d'ordre éthique, ça leur semble un projet tout à fait contestable. Simplement, voilà, le projet est en cours, il n'existe pas. Hein. On nous dit parfois qu'à Bure, ça y est, c'est fait, il commence à y avoir des déchets nucléaires. Non, le permis de construire pour ce projet d'enfouissement n'est même pas encore déposé. Donc des gens luttent contre ça. Ce sont des gens qui subissent une pression policière et judiciaire qu'on imagine très mal dans la France contemporaine du XXIe siècle, démocratique. Et j'avais envie de donner à voir ça, c'est-à-dire que ce que ces gens subissent en termes de contrôle permanent par la police, d'emmerdement par la justice, c'est quelque chose qui est très frappant et qui dit quelque chose aussi de l'impasse dans laquelle on se met avec ce système. C'est-à-dire que ces déchets-là, il faut en faire quelque chose, ils sont là, c'est une question de réalisme et de pragmatisme. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution vraiment satisfaisante. Pendant quelques années, on les a balancés à la mer. Ça, c'est fait, trop tard. Et donc, l'idée de les enterrer sous terre, c'est une espèce de plan B un peu à l'arrache, comme ça. Mais simplement, il y a beaucoup de questions qui se posent, et ces gens-là les posent, ces questions, mais on ne les entend pas. Et s'il y a une dimension militante, elle serait là. C'est-à-dire que moi, quand je fais des bouquins, ils sont lus par quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes. J'ai ce petit pouvoir de donner la parole à des gens, comme vous le faites là, avec ce micro que vous me tendez. Et bien, ce petit pouvoir, j'en use en conscience et je décide moi-même à qui je donne la parole. Et j'ai envie de la donner à ceux-là, par exemple. Justement, il y a ce sujet, sur cet aspect très militant, le passage de Sainte-Bure est très, très évocateur, justement sur les pressions policières. Et la rencontre avec le militant Joël, affiché ici. Est-ce que vous avez eu des difficultés,
vis-à-vis justement de la fabrication ou des limites qui ont pu être imposées justement lors de la création de cet ouvrage? Des difficultés peut-être de pression. Ouais, des difficultés, quand on fait un livre, il y en a toujours pas mal. C'est des difficultés d'ordre personnel, d'ordre artistique, ça c'est naturel. Mais j'ai pas eu de pression particulière. On m'a pas empêché de faire ce livre. Il y a aussi un avantage assez supérieur de la bande dessinée, c'est que ça coûte rien. La bande dessinée, avec du papier et des crayons, on peut le faire. Et quand quelque chose coûte peu, ça vous rend libre. Un projet comme ça au cinéma nécessite tout de suite quelques millions d'euros, nécessite un producteur, nécessite des gens qui vont mettre beaucoup d'argent. Et du coup, c'est ces gens-là qui ont le pouvoir y mettre l'argent s'ils sont d'accord avec ce que tu racontes. En bande dessinée, une fois que tu as un éditeur qui est OK pour le faire, personne ne peut m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Évidemment, il y a toutes sortes de règles il faut évidemment ne pas raconter trop de bêtises, ne pas en raconter du tout, c'est même mieux. Il faut faire attention de ne pas faire dans la diffamation, parce que là, il peut y avoir des conséquences judiciaires. Donc on fait gaffe à ça naturellement, puisque c'est une parole publique, publiée. Mais je n'ai pas de pression particulière quant à la teneur des propos que je tiens dans ce livre. Je fais juste gaffe à ne pas dire de bêtises. Voilà. Ça peut être contesté, hein. Quelqu'un peut se dire « vous avez dit une bêtise, page temps, je vous attaque ». Ok, on va au tribunal, puis on discute. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Est-ce qu'en lien avec ce que vous venez de dire sur le fait que vous n'avez pas de pression de la part de votre éditeur, vous pensez que la bande dessinée, qui est assez largement accessible, pourrait devenir un nouveau médium de militantisme et pourrait véhiculer une information politisée comme ça? La bande dessinée peut tout faire. Entre autres, elle peut faire ça, je pense. Alors, je ne sais pas si vous lisez beaucoup de bandes dessinées, mais moi qui suis un peu plus âgé que vous, quand j'étais môme, la bande dessinée, elle se cantonnait dans deux genres. Quand j'avais 10 ans, je lisais soit de la bande dessinée d'humour, soit de la bande dessinée d'aventure. Donc c'était Gaston Lagaffe ou Tintin, en gros. Même s'il y a un peu d'humour dans Tintin aussi. J'adorais ça, hein, c'est pas le problème, c'est des très bons livres, c'est pas une question de jugement de valeur. Simplement, du coup, la bande dessinée avait une image assez négative. Jamais un auteur de bande dessinée, quand j'étais enfant, ne serait intervenu dans une classe. Jamais un prof n'aurait invité un auteur de bande dessinée. Même encore moins à l'université, vous vous rendez pas compte. Et donc ça évolue tout ça. Et pourquoi ça évolue? Parce que la bande dessinée change. Et parmi les choses qui changent, c'est que la bande dessinée maintenant s'ouvre à toutes sortes de domaines. Et un des domaines les plus fertiles qui soit depuis une vingtaine d'années, c'est celle-là. C'est la bande dessinée de non-fiction, le documentaire, le reportage, l'autobiographie, se raconter en bande dessinée. Et en s'ouvrant à ces nouveaux domaines-là, elle acquiert aussi une dimension nouvelle. Et ça passe aussi par la forme. C'est-à-dire que faire des livres de 200 pages... on a dit tout à l'heure que mon premier livre datait de 1992, ce qui n'est pas tout neuf, mais en 92, c'était impossible de proposer à un éditeur de faire un livre de plus de 50 pages. Et pour des sujets comme ça, 50 pages, ça ne suffit pas, on ne rentre pas là-dedans. Donc il y a à la fois un changement de fond et un changement de forme qui sont liés. Le fait qu'on ait ouvert l'espace possible de la bande dessinée se tient sur ces deux tableaux-là. À la fois, on aborde des nouveaux sujets, parce que les auteurs qui sont maintenant au travail font confiance à leurs médias, ont acquis une culture et des compétences supplémentaires sans doute, et puis parce que les éditeurs ont compris aussi qu'il faut leur lâcher la bride, quoi. Il faut leur foutre la paix, laisser les gens faire des bouquins de 100, 200, 300 pages s'ils en ont besoin. Il ne faut pas exagérer non plus, parce qu'il y a un moment aussi, on peut tomber dans l'excès inverse, mais enfin bref, cette liberté-là, on l'a acquise en faisant des livres, et du coup, la bande dessinée peut devenir un espace où on parle de politique, où on parle de sexualité, où on parle de religion, où on parle d'éthique, où on parle de philosophie. Elle peut aborder tous les sujets. Encore faut-il que ce soit fait correctement, ce qui n'est jamais garanti. Mais en tout cas, la perspective que tous les sujets soient abordés, elle est maintenant réellement présente. Tout à l'heure, on parlait du titre « Le droit du sol ». Et il y a un sous-titre, « Journal d'un vertige ». Pourquoi avoir ajouté ce sous-titre et qu'est-ce qu'engloberait ce vertige? C'est un vertige qui est relatif à la fois à l'expérience que je mène. Je marche 800 bornes, ça me prend quelques semaines. Je dessine tout ça, ça me prend 2 ans. Je pars à moins 22 000 ans. J'arrive à plus 100 000 ans, en gros. Mon expérience et même ma vie d'Homo sapiens, là-dessus, c'est la vie d'une mouche, c'est quelques secondes. Et donc, c'est ce vertige-là que j'essaye de mettre en scène, c'est-à-dire que les rapports de durée entre ces deux points qui sont distants de 800 km, mais qui sont distants de milliers d'années.
C'est ce vertige-là qui m'intéresse, et pourtant, encore une fois, comme on le disait au début, c'est un espace qui est commun à tous les sapiens dont on parle. La personne qui a dessiné le petit mammouth qui m'attend plus à Pêche-Merle il y a 22 000 ans, c'est quelqu'un comme nous. Et les gens qui seront embêtés avec nos déchets nucléaires, alors que nous, on sera morts depuis très longtemps et qu'on en aura bien profité, dans 100 ou 200 000 ans à Bure, s'il y a encore des gens, ce qui est une hypothèse optimiste, eh ben, c'est des gens comme nous aussi. Ils auront forcément une vie très différente de la nôtre, on ne peut pas l'imaginer, tellement ce sont des distances et des durées qu'on n'arrive pas à intégrer. Parce que quand on dit 100 ou 200 000, c'est une phrase. Mais il y a 100 000 ans d'écart entre les deux quand même. Dans 100 000 ans et dans 200 000 ans, ça sera peut-être très très différent. Mais au point où on en est, les distances sont telles qu'on arrache ça, on n'est plus à 100 000 ans près. Sauf que les déchets nucléaires seront toujours là, les nôtres, qui n'auront été produits que pendant quelques décennies de production nucléaire, puisque on peut raisonnablement espérer, en tout cas de mon point de vue, que l'électricité nucléaire n'aura duré que quelques décennies à l'échelle du monde. Et c'est ce vertige-là que je mets en scène dans le sous-titre. Ça me fout un peu le vertige. Donc vous nous proposez en fin de récit des ressources, notamment Marché de Henry David Thoreau. À quel degré vous vous êtes nourri de ces récits avant et après votre périple ? Il y a différents livres qui sont cités à la dernière page. C'est les livres qui ont accompagné non pas la marche elle-même, parce que j'essayais de marcher léger, donc je n'avais pas de livre dans mon sac, mais en tout cas la construction du livre et l'envie de m'y mettre. Ce sont pour la plupart des auteurs que je lisais avant de faire le livre, parce que je m'intéresse à la façon dont on parle du voyage et de la marche. C'est assez rare en bande dessinée. J'ai pas vu beaucoup de livres de bande dessinée qui parlent de la marche au long cours comme ça, mais par contre, il y a beaucoup d'écrivains, de Nicolas Bouvier à Sylvain Tesson, en France, il y en a pas mal. Il y a des dizaines de livres qui ont été écrits sur la randonnée de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai l'impression qu'il y a une personne sur deux en arrivant à Saint-Jacques-de-Compostelle qui se dit « je vais faire un livre ». Pourquoi pas? Il y en a qui sont sûrement très bien. Mais en tout cas, ça procure l'envie d'écrire, ça procure l'envie de raconter. C'est une petite aventure personnelle. Souvent, on ne risque pas grand-chose, hein. C'est pas non plus quelque chose de terrible, mais voilà, ça change de notre vie habituelle. Et ces gens-là écrivent, et c'est intéressant de voir ce qu'ils en écrivent. Ce qu'en a fait Jean-Christophe Ruffin, par exemple, sur Saint-Jacques-de-Compostelle, est très fin, très amusant. Et donc, puis il y a des livres aussi qui nous parlent de l'industrie nucléaire, qui nous parlent du sol, parce que c'est la question du sol qui m'a lancé sur les chemins. Et donc voilà, je me documente un peu. C'est la documentation que j'ai utilisée, dont je me dis qu'elle peut peut-être être utile à quelqu'un qui aurait fini mon livre et qui veut creuser un peu le sujet. Et donc voilà, et il y a aussi des liens. Il y a des liens notamment vers des rapports de la Ligue des droits de l'homme. C'est très étonnant, mais la Ligue des droits de l'homme, la Ligue internationale des droits de l'homme, elle est venue regarder comment étaient maltraités les militants de Bure. Elle est venue voir comment travaillait le tribunal de Bar-le-Duc qui les accable. Et elle a trouvé que le tribunal n'était pas très impartial. Donc ça arrive, ces choses-là. Et c'est intéressant que les gens puissent, s'ils sont intéressés, lire l'intégralité de ces rapports-là que je n'invente pas. Non seulement je ne les invente pas, mais je les cite et je les source. Parce que ça illustre bien ce qui se passe là-bas. Vous disiez que vous n'aviez pas du tout dessiné donc, pendant la marche, que vous aviez pris des notes, enregistré des gens et tout. Ça ne vous a pas démangé à certains moments de vous arrêter et de vouloir dessiner? Parce que il y avait une forme d'abstinence par rapport à vos gestes quotidiens. Enfin, comment vous avez vécu ça? Une sorte de sevrage. C'est-à-dire que quand on dessine quotidiennement, c'est vachement bien de s'arrêter un mois. Et c'est vrai que parfois on se dit, ah là, ça vaudrait le coup peut-être. Mais d'une part, j'avais pas le matériel, genre le fumeur qui n'emmène pas son paquet de clopes pour être sûr de ne pas y toucher. Et puis surtout, j'étais dans un état d'esprit, dans une configuration même physiologique qui n'était pas vraiment celle du dessin. Quand on marche comme ça, qu'on est chargé, qu'on est dans un effort physique long, c'est toujours un peu compliqué de s'arrêter, de se calmer un peu, de sortir un carnet, de l'aquarelle et de se mettre 1 heure ou 2 à dessiner. C'est pas le bon rythme en quelque sorte. C'est quelque chose que je pratique par ailleurs quand je vais marcher en montagne à la journée. Je m'arrête volontiers de 3 heures pour dessiner ce que j'ai devant moi. Mais là, sur cette espèce de grande traversée, j'avais envie de ne pas dessiner. Et du coup, quand on rentre dans son atelier, on est regonflé à bloc et on est prêt à abattre 200 pages en quelques mois. On est plusieurs dans cette salle en politique éditoriale, donc je pense que ça nous intéresse de savoir comment vous travaillez avec un projet. Voilà, vous avez une idée et comment elle aboutit avec le travail avec l'éditeur. Voilà. Donc, mon éditeur est Futuropolis, qui est une maison d'édition du groupe Gallimard.
Et alors, l'éditeur, c'est deux choses. C'est effectivement l'entreprise, puis aussi, il y a une personne qui est le directeur éditorial, disons pour les différencier, qui est la personne qui accompagne mes livres chez Futuropolis. Pour ce qui me concerne, il se nomme Claude Gendreau. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille ensemble. On se connaît bien. On est amis, en gros. On part même en vacances ensemble des fois, donc ça déborde un petit peu le cadre strictement professionnel. Alors, je ne suis pas forcément un bon repère pour ça. La méthode traditionnelle pour un auteur de bande dessinée, quand il va proposer un projet de livre à son éditeur, c'est d'écrire une sorte de scénario, de synopsis, une note d'intention au moins, de lui présenter avec quelques pages déjà dessinées pour montrer ce que ça va donner. Et puis l'éditeur en discute avec le comité éditorial et revient, et si c'est oui, on parle d'un contrat. Enfin, c'est ça le processus conventionnel. Moi, comme ça fait longtemps que je travaille avec Futuropolis et avec Claude Gendreau et que j'ai acquis une espèce de petite liberté, je peux très bien leur dire hey, Claude, j'ai une idée, je vais prendre un sac et je vais partir de là à là et je vais faire un livre. Il me dit ok, on y va. Puis c'est fait. On signe un contrat, puis je le fais. Alors, c'est pas très standard comme façon de faire, mais c'est vrai que du coup, maintenant, j'ai beaucoup de mal à écrire un scénario à l'avance et à lui proposer. Donc, on discute. On boit un coup, on discute, et je lui dis, voilà, mon prochain livre va peut-être parler de ça. Et puis, on discute de tout ça, et en fonction de ses réactions, moi, j'oriente ou pas ce que je vais écrire. La toute première fois que j'ai fait ça, c'est sur un livre précédent qui s'appelle Les Ignorants, où je me suis fait engager comme ouvrier agricole pendant 1 an et demi chez un vigneron. Et je lui ai dit, écoute, j'ai une idée, je suppose que ça peut générer de quoi faire un livre, mais je ne le saurais que quand je l'aurai fait. Donc si tu veux que je fasse un livre, il faut qu'on t'engage à le publier. Et donc je l'ai emmené voir ce vigneron, on a bu 2-3 bouteilles, à la fin il était super content, il a tout signé. Et du coup ça a marché comme ça, c'est-à-dire que je suis parti à blanc. Je pars sur une méthode qui est en bande dessinée, un truc un peu grisant, c'est l'improvisation. On crée les conditions d'éventuellement la naissance d'un livre. Je rentre chez un vigneron comme ouvrier, et puis je vois ce qui se passe. Je lui fais lire de la bande dessinée, on goûte du vin, on discute. Ça va peut-être faire un livre ou pas. Là, ça en fait un livre. Et là, je prends mon sac à dos, je pars de Pêche-Merle, ça fera un livre ou pas. Ça fait un livre. Mais ça peut ne pas faire un livre. Sur Les Ignorants, au bout de 3 semaines, je me suis dit, ok, on arrête, ça marche pas. Et j'ai failli, je suis passé à 2 doigts de lui dire, écoute, c'était une mauvaise idée, pardon, on oublie. Rétrospectivement, c'est une frayeur terrible. Parce que ce livre n'existerait pas. Oui, effectivement, en littérature générale, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que je précisais que je ne suis pas un maître étalon très fiable là-dessus. J'aurais voulu savoir si toutes les personnes que vous avez rencontrées, vous les avez rencontrées avant de partir. Parce que je me dis que la marche, c'est aussi ce moment privilégié de la réflexion, de l'introspection. Donc je me demandais si vous étiez parti au-delà du bagage physique, avec ce bagage théorique, et vous avez eu le temps de penser à tout ça en marchant, ou est-ce qu'au contraire, vous avez rencontré, peut-être qu'il y a des deux, je ne sais pas, mais les personnes en revenant après avoir éprouvé tout ça, et voilà. D'accord. Bon, il y a deux types de personnes que je rencontre sur ce chemin et dans ce livre. Il y a des gens que je rencontre réellement, des gens chez qui je vais sonner pour avoir de l'eau parce que mes gourdes sont vides. Bon, voilà, ça je peux le mettre en scène très facilement. Et puis il y a ces personnes, effectivement, comme vous dites, que j'ai invitées virtuellement sur le chemin. Et ce sont des gens que alors, j'ai pas fait le compte exact, mais certains, je les avais rencontrés avant de faire la balade. J'avais déjà imaginé le principe. J'avais dit, ok, je m'étais dit, je pars sur le chemin, je raconte ma balade et j'insère dans cette balade, en prévenant le lecteur et la lectrice, évidemment, qu'il y a des gens qu'on voit vraiment, que je croise vraiment, et des gens que j'invite virtuellement, mais que j'ai réellement rencontrés. Et donc c'est un sémiologue, c'est un physicien nucléaire, c'est un agronome, etc., des militants. Et certains d'entre eux, je les ai rencontrés avant la balade, et certains d'entre eux après. Typiquement, France Moline, dont on parlait tout à l'heure, qui s'occupe du papier, ou Ariane de la Chapelle, qui nous raconte l'histoire du papier, elle travaille au musée du Louvre. Ce sont des gens que je n'avais pas pensé à rencontrer au début. Puis quand on marche des semaines comme ça tout seul, on a le temps de cogiter un peu, et le livre se construit presque intégralement dans l'esprit. Quand on arrive à Bure, on a presque intégralement le livre en tête. Et je m'étais dit, ok, il me faut des témoignages supplémentaires comme cela. Et voilà. Et au final, évidemment, tout le monde se retrouve sur le chemin successivement, dans l'ordre que je choisis, dont je pense qu'il est le plus logique et le plus producteur de sens. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai procédé, en spécifiant bien encore une fois au lecteur que ces gens-là n'étaient pas sur le chemin, mais que je les intègre narrativement sur le chemin. De bande dessinée, le fait de mettre en scène des discours qui sont des discours quand même parfois un peu techniques, comment vous réfléchissez au dessin parce que
en fait, on pourrait... ce n'est pas pour contredire ce que vous venez de dire, bien entendu, mais on apprend des choses dans votre bande dessinée. Ce n'est pas uniquement du divertissement. Donc, comment vous pensez à cette mise en page, à cette mise en scène de discours qui peuvent être parfois quand même un peu techniques et nous abstraire de ce qui se passe sur la page, de la contemplation de la page? C'est une vraie question qu'on se pose en permanence dans ces livres-là, puisqu'il y a des séquences quasiment silencieuses où je suis seul à traverser les montagnes des Massifs centrales. Donc c'est une lecture très fluide, très coulante, si j'ose dire. Et puis il y a ces moments où on nous parle de choses très techniques que moi-même je comprends à peine, où il y a des volumes de textes plus importants qui ralentissent un peu. Et ça ne me semble pas être un inconvénient si on le gère de façon un peu subtile. Pour moi, la structure générale d'un récit de bande dessinée, c'est comme une partition. Il faut qu'il y ait une ligne de basse, il faut qu'il y ait une mélodie, il faut qu'il y ait des refrains. Et donc, c'est vraiment comme ça que je travaille, même si je ne suis pas du tout musicien par ailleurs. Mais là, la ligne de basse, elle est facile, c'est un type qui marche. Donc il y a ce rythme un peu binaire du personnage qui marche pendant des centaines de kilomètres. Et puis de temps en temps, il y a une petite mélodie nouvelle qui arrive, et ce sont ces personnages-là. Après, la question, elle est presque visuelle, c'est-à-dire qu'une planche pleine de texte, c'est rapidement indigeste. Donc il faut fractionner. Là, c'est quasiment une question d'encombrement, d'espace, de planche. Combien de pages je vais consacrer à l'interview de tel physicien nucléaire? À partir de combien ça devient un peu chiant? Comment je peux synthétiser ce qu'il m'a dit sans déformer le propos? Donc il y a un énorme travail sur d'abord le texte, c'est-à-dire le volume de texte. Quand je rencontre par exemple Bernard Laponche, qui est un physicien nucléaire que je suis très fier d'avoir dans mon livre, je passe une après-midi chez lui. Donc je ramène des dizaines de pages de notes, mais je sais bien que de ce que j'ai ramené, je vais utiliser 10-20%. Et je vais le condenser pour qu'il n'y ait pas de tous ces détours que font les conversations comme ça au long cours autour d'un café. Donc c'est un travail de réécriture que je lui renvoie pour qu'il me dise attention, on dit une bêtise là, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, donc je corrige. Et à un moment, ce dialogue qui est devenu un peu épuré, qui est devenu un peu sec, c'est à partir de là que je le mets en scène et que je regarde combien de cases ça me prend, quel volume vont faire les bulles. Parce que les bulles, quand on ouvre un livre de bande dessinée, les bulles, c'est ce qu'on appelle un peu des pavés de grille optique. C'est une surface un peu répulsive si elles sont trop importantes. Donc il faut les fractionner. Ça, c'est tout un travail de découpage de la scène qui est l'essence de la bande dessinée. Comment on séquence un dialogue, comment on rythme une séquence de bande dessinée, combien de pages ça peut faire, qu'est-ce qu'on peut insérer dedans pour la rendre plus fluide. C'est toute cette petite mécanique d'horlogerie que j'adore manipuler. Et voilà, donc il y a beaucoup de tentatives de différentes versions. Enfin, l'idée, c'est qu'à la fin, les soudures ne se voient pas. C'est-à-dire que quand le livre existe, on ne se dise pas « Ouh là là, il a dû en chier un peu, là, parce qu'on voit que ça sent un peu la rature, il y a des faux départs, tout ça. » Moi, je sais où sont les soudures, mais je les ai couvertes. Et ça ne se voit pas trop, j'espère. Mais c'est le travail normal d'écriture en bande dessinée. Ouais. Mais ça me fait penser à une autre idée qui m'a traversée pendant la lecture de votre bande dessinée. C'est la dimension méditative, contemplative de ce... en fait, je ne saurais même pas comment décrire ça, parce que est-ce que c'est un récit? Sachant que, par exemple, si on compare avec Lulu Femme Nue, où il y a vraiment une narration avec du suspense, des rebondissements, etc., là, finalement, c'est de la marche tout du long, donc on contemple des paysages, mais il n'y a pas de switch, il n'y a pas de surprise. En fait, vous-même, vous le dites à certains moments, les événements les plus incroyables de certaines soirées, c'est de mettre à sécher ses chaussures, j'ai réussi à le dire, au soleil. Oui, voilà. C'est les joies et les douleurs de la randonnée au long cours. Ce sont des journées remplies de petites choses. Et parfois, des petites choses sont le climax de la journée. C'est l'élément majeur de la journée. Il y a une séquence, par exemple, où après des jours quand j'ai fini de traverser le Massif central, je tombe sur des abricots dans un marché. Alors n'importe qui a acheté des abricots, c'est quand même pas l'événement de la journée. Des fois si, quand ça fait 3 ou 4 jours qu'on mange de la bouffe lyophilisée en sachet et qu'on tombe sur des abricots, c'est le moment de la journée. Si on le met bien en scène, ça peut marcher. C'est-à-dire que ok, j'achète des abricots, tout le monde s'en fout, très bien. Pas moi, parce que j'ai envie de manger des trucs frais, et je me dis, j'ai des beaux abricots, je vais pas les manger là sur le parking, il faut que je trouve un bel endroit pour le faire. Je marche encore quelques heures, je trouve une rivière, je fous les pieds dedans, je mange mes abricots.
C'est un événement totalement anodin, mais c'est un événement qui va rester un souvenir de cette balade que je vais emporter jusqu'à mon dernier jour, je pense. Et quand on marche, on a ces petits événements comme ça. Et si on ne leur prête pas d'attention, c'est rien. C'est un type qui bouffe des abricots les pieds dans l'eau. On ne va pas en faire un roman. On peut en faire une séquence de bande dessinée. Et ça peut devenir un petit élément important. Mais c'est vraiment une question de mise en scène, de présentation. Et puis c'est à ces moments-là qu'on doit le charme de ces journées-là. C'est pas grand-chose, mais manger des fruits frais quand on est bien crevé et qu'il fait très chaud, c'est un bon moment. Et ça se raconte. Voilà, ça peut se raconter. J'apprécie beaucoup la réponse que vous avez faite, parce que je trouve que ça met l'accent sur apprécier les belles choses et qui sont là de toute façon, et que quelquefois on oublie de se rendre compte que c'est là, et que donc c'est peut-être quelque chose d'important à cultiver dans la vie. Et puis je me suis souvenu que j'ai entendu parler récemment d'une bande dessinée qui s'appelle Le Monde sans fin. Donc je voulais vous demander, parce que c'est des thématiques qui se différentes, mais enfin il y a toujours cette question du nucléaire, etc. Et vers quoi va notre monde. Oui, alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, Le Monde sans fin, c'est un livre de bande dessinée de Christophe Blain, auteur de bande dessinée, et Jean-Marc Jancovici, qui est l'inventeur du principe du bilan carbone, par exemple. C'est quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux sociaux, vous connaissez peut-être, ou qui parle beaucoup de ça, de notre dépendance au pétrole, de notre rapport à l'énergie, celle qu'on consomme, celle qu'on produit. Et c'est un type qui est très intéressant. Et il a comme particularité d'être un des plus ardents défenseurs de l'énergie nucléaire. Donc on a ce léger point de désaccord. Mais c'est pas grave. Et donc ces deux livres de bande dessinée, le hasard fait qu'elles sortent quasiment en même temps, donc on m'en parle souvent, donc je l'ai lu, effectivement. Et oui, on a deux approches effectivement très différentes de la chose. La plupart des gens qui se sentent, comment dire, ceux qui militent pour les gens qui sont pro-nucléaire en général ne s'intéressent pas trop à la question des déchets. C'est vachement plus simple. C'est-à-dire que si on regarde une centrale nucléaire qui tourne, on peut dire, comme EDF le fait à longueur de publicité, c'est de l'électricité décarbonée. Je suis venu vous voir en TGV, c'est écrit en gros sur le TGV. Électricité décarbonée, parce que c'est l'électricité nucléaire. C'est vrai que si on regarde juste la centrale nucléaire, c'est décarboné. C'est une question de largeur de vue. Si on regarde un peu plus, même en amont, c'est-à-dire l'extraction, le minerai, il faut du minerai, c'est pas rien. Et puis surtout, ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire les déchets nucléaires qui vont durer si longtemps, le bilan de la jolie centrale décarbonée, il prend un petit coup quand même un petit coup de gris, quoi. Et voilà, il y a très peu de gens qui sont pro-nucléaires et qui prennent en considération la question des déchets. C'est pas compatible. C'est très compliqué d'un point de vue éthique. Je ne parle même pas de technique, là. Je parle d'un point de vue éthique. Et c'est le cas du livre de Jancovici et Blain qui règle la question des déchets en 2 pages en disant si on les enterre, puis c'est fermé, puis basta. Alors, si on les enterre déjà, c'est pas fermé, il faut le ventiler. Ça, je pense qu'ils le savent, mais ils ont oublié de le dire. Il faut des cheminées et un système de ventilation qui tourne pendant 150 ans minimum sans avoir une seule journée de panne, sinon ça chauffe et ça pète là-dessous. Et donc il y aura des diesels de secours, il y a tout ce qui est prévu évidemment, il ne faut pas que les diesels non plus pètent, il y a un petit suspense de 150 ans quand même là déjà, avant que ça commence à refroidir. Et ces cheminées vont sortir à l'air libre, elles seront à la place d'un petit bois qui s'appelle le bois Le Jus, qui est cet endroit où j'ai posé mon sac, c'était la destination de ma balade. Donc si on considère que les déchets nucléaires n'existent pas, le nucléaire c'est formidable. Mais ils existent. J'aimerais vous demander par rapport à votre lectorat, tout à l'heure on a parlé de votre intention de vulgarisation ou non des questions un peu sérieuses. Et la bande dessinée pour adultes, elle peut être lue aussi par les plus jeunes. Alors, à votre avis, comment peut être perçu par une adolescente ou un adolescent ce que vous avez écrit, surtout celle-ci? Et puis, est-ce qu'il y a des questions de médiation qu'on peut faire autour de votre ouvrage et en particulier dans l'éducation, et puis après ailleurs, dans les bibliothèques, dans les quartiers, etc. Oui, alors évidemment, la médiation, c'est sans doute le sujet de certains d'entre vous ici, la médiation culturelle. Oui, les livres, tous les livres, bande dessinée ou pas d'ailleurs, ont besoin de médiation. Ils en ont même besoin plus que jamais. Et qu'il y ait des gens qui s'y consacrent, c'est formidable. Dans les lycées, dans les collèges, dans les bibliothèques, dans les médiathèques, il y a besoin nous, auteurs, on a besoin de gens qui apportent nos livres à des gens qui les liraient sans doute pas autrement. Et donc c'est aussi pour ça que moi, de temps en temps, je vais dans les médiathèques et les bibliothèques et dans les librairies pour parler avec les gens qui soit lisent mes livres, soit ne les lisent pas encore, mais peut-être les liront, ou soit les détesteront, parce que c'est un droit absolu de détester un livre.
On a le droit de ne pas aimer un livre, on a le droit de ne pas le lire. Mais ce qui est intéressant au moins, c'est que l'information circule. Et donc ça fait partie complètement de la vie d'un livre. Un livre a la chance ou pas de rencontrer son public parce qu'il a eu ou pas une médiation efficace ou pas, ou une médiation qui n'a pas marché, ça peut arriver. Puis il y a beaucoup de livres, en bande dessinée, c'est 5000 titres par an qui sortent. Donc c'est très compliqué, mais c'est nécessaire. Quant à savoir si un adolescent peut lire Le Droit du sol, oui, bien sûr. Est-ce que Le Droit du sol peut être lu dans un collège ou dans un lycée? Oui, bien sûr, je crois. Il y a forcément cette question du débat, c'est-à-dire que la question, en France, qui est un pays très nucléarisé, c'est le pays le plus nucléarisé du monde, la question de l'énergie et du nucléaire est une question clivante. Est-ce que ce genre de débat peut être installé dans un collège ou dans un lycée? Je crois que oui, parce que ce sont les futurs citoyens de ce pays. Je crois que c'est important, mais forcément qu'on peut tomber sur des professeurs qui ne partagent pas du tout mon point de vue sur la question et qui refuseront de proposer ce livre, par exemple. C'est son droit absolu, j'ai rien à dire à ça. Mais c'est une question de médiation, pour le coup, effectivement. Sur un autre ouvrage, du coup, alors celui-ci, il est en vente, mais il y en a un sur votre site internet qui est entièrement disponible. Et je voulais savoir pourquoi, d'où vient cette intention de votre part. Ah, c'est un petit livre qui s'appelle La Gagne, peut-être, c'est ça? Ouais. C'est juste que c'est un tout petit livre que j'ai réalisé chez un éditeur qui n'existe plus. C'est un livre qui ne fait que quelques pages, et je me suis dit que c'était... plutôt que de laisser tomber ce petit récit dans l'oubli, le mettre à la disposition des gens sur le site, c'était une occasion qu'il soit lu. Ben, je constate que c'est le cas, merci, parce que j'avais quasiment oublié que je l'avais mis sur le site. Vous voyez, donc, et c'est un livre que j'avais fait avec un copain chez un tout petit éditeur, c'est quelques pages, c'est très court. Et sur un récit assez court, lire sur écran, ça me semble pas un problème. Mais voilà, ça lui permet de pas mourir et d'avoir des nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices. Bonjour, j'avais juste une petite question. Moi, beaucoup sur vos influences, parce qu'en fait, le trait, je lisais il n'y a pas longtemps Jeanne de la Zone, qui n'est pas forcément une bande dessinée, voilà. Mais je trouve que même en milieu urbain, en fait, où il y a quelque chose d'assez dans le trait que vous avez, où vous faites ressentir, en fait, et du coup, je voulais vous demander quelles étaient vos influences pour le dessin. Alors, je suis pas vraiment un dessinateur urbain, c'est-à-dire que je me sens moins à l'aise à dessiner la ville que Jacques Tardy, par exemple, qui est un magnifique dessinateur de la ville, parce qu'on n'a pas les mêmes histoires, pas les mêmes parcours, pas les mêmes préférences. Après, c'est compliqué de savoir quelles sont nos influences sur le sujet. Moi, j'aime bien l'idée de... Enfin, j'ai pris, par exemple, beaucoup de plaisir à dessiner ce livre-là, bien plus que sur un livre précédent, parce que le goût de dessiner le paysage, c'est un truc que j'ai depuis longtemps et que j'avais jamais vraiment utilisé en bande dessinée. À tel point que dans mes livres suivants, je pense que je vais y revenir encore davantage. Mais c'est difficile de parler de la technique du dessin au sens propre. Ce que je sais, c'est que je suis toujours plus encombré quand je dois dessiner des séquences urbaines que des séquences à la campagne, à la montagne, des choses comme ça. C'est à la fois une question d'affinité personnelle. Moi-même, je vis à la campagne, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de tranquillité. Et donc, j'aime dessiner ce que j'aime dans la vie. Il y a une espèce de logique à ça. Quand on traverse des lieux comme le Massif central, qui sont des endroits que j'aime beaucoup, l'idée, c'est de suggérer... Si je peux donner envie aux gens d'aller voir là-bas, pas tous en même temps, pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus remplir ces endroits-là. Mais en tout cas, ce sont des très beaux endroits qui sont souvent déserts et que j'ai envie de faire partager, tout simplement. Et le dessin le permet. Et ça le permet de façon assez légère. C'est-à-dire que je n'ai pas un dessin très, très fort, très présent. Je suggère plus que je démontre. Et voilà, si la traversée du plateau du Limon, c'est quelques planches muettes où je dessine juste ce petit bonhomme qui traverse des immensités herbeuses, si ça vous donne envie d'aller voir, ça me va. Si ça suggère suffisamment pour donner envie d'aller voir, ça me va bien. J'avais une dernière question à propos du nucléaire. J'ai découvert dans votre bande dessinée que la justice fonctionne d'une manière quelque peu inquiétante dès qu'il est question de nucléaire. Vous mentionniez tout à l'heure le rapport de la Ligue des droits de l'homme à ce sujet. Est-ce qu'il a eu un impact concret ou est-ce que c'est plutôt symbolique ? Le rapport de la Ligue des droits de l'homme n'a aucun caractère contraignant pour la justice française, donc c'est une information qui est à disposition des citoyens qui veulent s'en saisir. Il y a toujours des gens qui sont sous inculpation à Bure en ce moment. Les gens dont je parle dans le livre, donc Joël notamment, a été inculpé d'association de malfaiteurs. Il y a vraiment une judiciarisation de l'action militante qui, moi, me pose problème dans ce pays. Ce sont des gens qui militent, qui font valoir leur point de vue et qui se retrouvent sous des inculpations complètement délirantes. Il y a un gars à Bure qui a été accusé de port d'armes parce que dans sa voiture a été trouvée une pelle à tarte.
Et ça, c'est pas une légende, c'est acté. Quand j'arrive à Bure avec mon sac à dos, on me dit fais attention, si tu as un couteau dans ton sac, et j'ai un couteau dans mon sac, je coupe mon pain et mon fromage avec un couteau depuis des semaines, ça peut être assimilé à une arme par destination et tu peux être emmerdé par les flics qui vont te contrôler, parce que tu seras contrôlé de toute façon. Et moi, je le raconte à la fin du livre, quand j'arrive en vue de ce petit bois dont on parlait tout à l'heure, qui est ma destination, c'est un après-midi de juillet, il n'y a absolument personne, je me dis tiens, pas de gendarme. Et au moment où je me dis ça, d'un buisson à côté de moi sortent 2 flics, en race campagne, qui me disent halte monsieur, où allez-vous, qu'est-ce que vous faites, vos papiers. Et quand on va à Bure, c'est ça, c'est en France et c'est maintenant, aujourd'hui. Si vous allez à Bure aujourd'hui, moi je suis allé 2 fois à Bure, une fois donc à pied, tel que je le raconte dans ce livre, et quelques mois plus tôt, je suis allé en voiture rencontrer les militants sur place pour leur dire que je préparais ça et que je voulais les rencontrer, tout ça. Et à Michel Labat, qui est un autre des militants que je montre dans mon livre, je lui dis écoute, est-ce que tu veux bien m'emmener voir ce petit bois qui sera ma destination? On prend ma voiture, c'est à 3 km de chez toi. Il m'a dit ok, t'as tes papiers parce qu'on va se faire arrêter. Quand même. Pareil, hein, c'est l'endroit le plus désert de France. 7 habitants au kilomètre carré, des villages de quelques dizaines d'habitants, des champs à perte de vue. On prend ma voiture tous les deux, on s'arrête au bois qui est désert, et 2 camions de flics sortent du bois. Une dizaine de flics nous entourent, nous demandent nos papiers, photographient ma voiture, ma photographie. 2 motards en kaki sortent du champ de maïs et se garent devant ma bagnole. Je venais voir un bois. J'ai rien fait de mal. Enfin voilà. Et la vie là-bas est comme ça. Michel là-bas, qui vit là-bas, Michel là-bas, qui vit à Mandres, le village à côté de Bure, leur dit mais vous m'avez contrôlé 53 fois. Vous savez qui je suis, j'habite la maison là-bas, vous avez ma carte d'identité, elle est dans tous vos téléphones. Mais c'est une pression qui est décidée pour empêcher qu'à Bure se passe ce qui a pu se passer à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivins, où des nouvelles formes de résistance s'organisent, s'inventent. C'est très créatif. Une vraie judiciarisation de l'action militante, ouais, c'est vrai, et c'est très compliqué. Et ces gens-là ont des inculpations d'interdiction de territoire. Joël, par exemple, au moment où je dessinais le livre, n'avait plus le droit d'être à Bure. S'il rentrait sur la commune de Bure, il filait directement en prison. Dans mon livre, je le dessine passant la frontière du village de Bure, et je dis au juge, monsieur le juge, vous faites ce que vous voulez, moi, dans mon livre, Joël, il a le droit d'entrer à Bure. Et je le dessine rentrant dans Bure. Petite vengeance mesquine du dessinateur, mais il y a cet espace de liberté qui est importante de mettre en relief. Et donc ce sont des gens qui en prennent plein la gueule, pour dire les choses sobrement, et qui n'ont rien à gagner à titre personnel. Quelle est la place, l'importance que vous avez accordée à ces planches silencieuses, à ce temps un peu de méditation et de respiration, à la fois pour vous et à la manière dont vous les avez réfléchis pour le lecteur? Ça, c'est une question qui est intéressante, parce qu'elle est très technique en fait. Ça paraît étrange, mais en bande dessinée, des planches silencieuses, c'est tout de suite compliqué. On a rapidement perdu le lecteur si on ne fait pas gaffe. Et moi, j'aime bien ça, le silence en bande dessinée de temps en temps. Ça te donne une espèce de sas où le lecteur choisit toujours la vitesse à laquelle il lit un livre. C'est pour ça qu'il est acteur de sa lecture. Et quand il arrive sur des séquences dialoguées, voilà, il est entraîné par les dialogues, par les réponses, par les péripéties, tout ça. Et puis quand on propose une séquence muette, une espèce d'apesanteur qui se crée. S'il veut rester un peu sur les pages à regarder les paysages, il peut. Si ça l'emmerde, il peut tourner très vite. Mais ça peut gâcher un peu. Donc c'est un petit dosage qui est très amusant à faire. Et évidemment, quand on passe des semaines à marcher seul, des séquences muettes, il y en a plein. Enfin, j'ai été muet pendant 1 mois, en gros, presque, à titre personnel. Mais l'idée de retranscrire ces moments-là, c'est une façon de faire de la bande dessinée où on se prive d'un des éléments de la bande dessinée qui est le texte. Et donc, il faut faire super gaffe aux enchaînements des plans, à la façon dont on pourrait perdre le lecteur s'il ne pige pas bien ce qui se passe d'une case à l'autre, d'une page à l'autre. Et puis après, on reconnecte, on remet le son, en quelque sorte. Et ça participe de la mélodie dont je parlais tout à l'heure. Si la bande dessinée s'écrit comme de la musique, de temps en temps, il y a des petites plages de silence, et elles peuvent durer parfois plusieurs pages, ce qui est assez rare en bande dessinée, mais quand on traverse seul un immense paysage et qu'on veut donner de la place, ça peut durer plusieurs pages. C'est un choix de narration qui se fait assez librement. Merci. Alors justement, on va tourner la page pour finir sur un silence. Et vous remercier pour votre attention. Remercier Étienne Davodo et les étudiants qui ont préparé et animé cette rencontre.